Bonsoir à tous, je suis vraiment heureuse et honorée de vous accueillir ce soir autour de Laurent Brunel et de son expérience de l'énéagramme, un éclairage pour réussir sa vie. Je suis Olivia Barin-Bernier, coach à l'intelligence de l'énéagramme et associée à Éric Salmon au centre d'études à Paris. Et voilà, j'ai un petit peu de trac, pardon. C'est ok. Et c'est ok, c'est ce qu'on s'était dit avec Laurent. Et donc j'ai le plaisir d'accompagner cette conversation aujourd'hui avec notre invité, Laurent Brunel, écrivain, romancier, auteur de « Je te promets la liberté », que certains d'entre vous ont lu, j'imagine. Qui a lu le livre? Ah ben voilà, on y est, parfait. Donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous, dédié pour vous, et merci à vous de votre présence aujourd'hui. Alors, pour vous raconter ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui ensemble, une petite histoire. L'année dernière, à un moment donné, un bruit a couru dans le stage et on entendait, il y a un roman sur l'énéagramme. On entendait aussi, vous avez lu le dernier Brunel? Ça parle bien de l'énéagramme. Jusqu'au jour où on m'a dit, Olivia, évidemment tu l'as lu, donc il faut que tu me dises ce que tu en penses. Alors là, j'ai couru à la librairie et j'ai lu le livre. Et j'ai été touchée, oui, j'ai été touchée qu'on mette à l'honneur cette méthode, ce chemin, ce moyen qui permet de mieux se connaître, de mieux comprendre l'autre et de se sentir mieux dans sa vie, d'être plus heureux dans sa vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Laurent de le rencontrer et c'est vrai que nous avons passé un moment très passionnant ensemble où il a été évidemment question de l'énéagramme dans une ambiance chaleureuse et simple à la fois. Et à ce moment-là, voilà, nous étions sur ce sujet-là, Sibylle, l'héroïne du roman, qui, à un moment donné de sa vie, s'est trouvée dans une impasse. Je crois que l'impasse, ça parle à tout le monde. Et qui, pour s'en sortir, va avoir recours aux ressources de cet outil, l'énéagramme, pour trouver une issue, ce qui lui arrive. Et, étonnamment, ce qu'elle va trouver, c'est qui elle est. Donc elle va se découvrir elle-même et dans le même temps va rencontrer les autres autrement. Voilà, vous imaginez bien, pour ceux qui me connaissent, que passionné de l'énéagramme comme je suis, ça a été un très très bon moment pour moi et nous avions enregistré une partie de cette rencontre. Voilà, et puis en rentrant, nous la réécoutons et avec Éric Salmon, on se dit bon, mais c'est pas possible, il faut faire profiter un plus grand nombre. Voilà, et a germé cette idée de cette soirée avec Laurent, et nous y voilà. Alors, je suis aussi très touchée, Laurent, parce que c'est vrai que c'est le premier roman à ma connaissance qui parle de l'énéagramme, et qui en parle de jolie façon, qui fait que tout le monde peut s'y retrouver, et d'arriver, grâce à ce chemin qu'on peut faire avec l'énéagramme, d'arriver à se retrouver une belle personne, d'arriver à se retrouver dans ses talents, à avoir envie de les épanouir, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà. Alors, ça va se passer en 3 temps. Le premier, une conversation avec Laurent. Un deuxième temps où vous aurez le loisir de poser des questions. Et un troisième où nous nous retrouverons autour d'un verre et où Laurent pourra dédicacer ses livres. Voilà. Donc il y a aussi une chose qui m'avait touchée, c'est dans ce roman, Je te promets la liberté, voilà, de mettre un cheminement avec l'énéagramme comme un éclairage pour devenir une personne plus libre. Ben voilà, moi ça m'enthousiasme. Bien. Voilà. Alors on a décidé que cette rencontre serait tout aussi chaleureuse et simple que celle que nous avions eue. Alors Laurent
parlez-nous de votre découverte de l'énéagramme ou abordez le sujet de votre expérience personnelle comme vous le voulez. Alors, c'était au siècle dernier. Ça me vieillit. C'était en fait il y a un peu plus de 20 ans. J'ai découvert l'énéagramme parce que ma thérapeute à l'époque venait de le découvrir. Comme elle venait de le découvrir, comme toujours, quand on apprend quelque chose de nouveau, on a envie de le mettre en œuvre. Donc, elle a voulu l'utiliser dans nos séances de thérapie en tête-à-tête. Et en fait, dans sa façon un petit peu précipitée peut-être, elle m'a vite attribué un profil. Alors là, je vais faire une grande parenthèse pour vous parler juste un tout petit peu plus du modèle, parce que j'ai pas vu le nombre de mains qui se sont levées tout à l'heure, je crois qu'il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas le modèle. Donc juste pour qu'on soit pas forcément au même niveau de connaissance du modèle, mais que ceux ou celles qui ne le connaissent pas puissent comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc Eric nous l'a bien présenté comme un modèle, un outil de développement, de connaissance de soi et des autres. On peut peut-être dire juste en plus que c'est un outil qui présente un certain nombre de profils de personnalité. Certains le qualifient de modèle de typologie de personnalité. Moi, j'aime pas trop le terme, mais je crois que vous non plus, Olivia. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous plus ou moins familiers des modèles de typologie, de comportement qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis assez allergique à ça. Quand j'étais, certes longtemps, dans une vie antérieure presque, dans le monde de l'entreprise, en fait, j'avais le sentiment que ces outils qui étaient parfois utilisés avaient tendance à mettre les gens dans des cases. Moi, je disais, mais je ne suis pas dans une case. D'accord, voilà, c'est sans doute mon ego qui voulait être unique, mais voilà, il y avait un côté pour moi assez désagréable à ce qu'on me mette dans une case. Et je le percevais comme désagréable. Et quelque part, c'était un peu ça, parce que les modèles utilisés sont des modèles de comportement, c'est-à-dire qu'ils visent à classer les gens en fonction de la façon dont ils se comportent. Vous avez les introvertis, vous avez les extravertis, etc. etc. D'accord? Jusqu'à ce que je découvre ce modèle, qui a un peu plus de 20 ans, et en fait, l'énéagramme, même si on peut d'une certaine façon le qualifier de modèle de typologie, n'est en aucun cas un modèle de typologie de comportement, parce qu'il ne cherche pas à classer les gens en fonction de la façon dont ils se comportent, mais il s'intéresse à l'intention qui est à l'origine des comportements. Là, grosso modo, vous vous comportiez comme ci ou comme ça, que vous soyez extraverti ou introverti, par exemple, ça répond peut-être à la même intention. Et donc peut-être finalement qu'il y a une même famille de personnalités derrière ça. D'accord? Donc c'est un modèle qui n'enferme pas, au contraire, qui permet de comprendre sa personnalité en recherchant l'intention qui est à l'origine de nos réactions, de nos actions, de la façon dont on se comporte au quotidien. Ok? J'en ai un peu de ma pensée, mais c'est courant, c'est pas grave, comme ça vous mettez dans le parfum tout de suite. Donc tu as découvert l'énéagramme, et qu'est-ce qui t'a donné envie? Attends, je veux quand même reprendre les choses. Donc, modèle de typologie d'intention. Donc, oui, voilà. Pour comprendre ça, en fait, il faut juste rappeler en deux mots qu'est-ce que c'est qu'une personnalité, parce qu'on n'est pas forcément tous psychologues, d'accord? Donc, une personnalité, on peut la voir, et ça c'est important de le dire, parce que chacun peut avoir tendance à s'identifier à sa personnalité, et dire, mais je suis comme ça. Et en fait, pas tout à fait, on va le voir. La personnalité, moi je la vois plus comme une sorte d'interface entre nous et le monde. En fait, la personnalité, c'est ces filtres, finalement, qui nous permettent de nous voir nous-mêmes, d'une certaine manière, de voir les autres et de comprendre les autres, et même de comprendre le monde. Donc c'est un peu comme des clés de décodage qui nous permettent de nous adapter, et d'ailleurs finalement c'est la fonction de la personnalité. Donc certains vont voir le monde dangereux, d'autres vont voir le monde très plaisant, d'autres vont voir le monde, etc. etc. Donc on a chacun une vision du monde qui nous est propre, d'accord, et qui va de pair avec un certain nombre de croyances. Croyances pourquoi? Parce que c'est pas la réalité. Donc il y a un rapport avec les croyances religieuses, bien sûr, c'est ce que l'on croit sur soi, sur les autres, sur le monde. Donc on a tous en soi une sorte de constellation de croyances sur nous, une façon de se voir nous-mêmes, des choses qu'on croit sur nous, sur nos capacités, sur ce qu'on peut faire ou pas faire, qu'on a le droit de faire ou pas faire, des croyances sur la façon dont on doit se comporter pour être aimé, pour être apprécié, pour réussir, etc. On a plein de croyances sur nous, plein de croyances sur les autres, évidemment, et puis sur le monde. La fonction de notre personnalité, c'est de nous permettre de nous adapter au monde. C'est ce qui fait qu'une fois adulte, finalement, on est à peu près équilibré et on s'en sort pas trop mal. Sauf que ce que l'on ignore, la plupart du temps, c'est que ce que l'on croit sur le monde n'est pas la réalité. Ce sont des croyances. Et nos croyances sont assez souvent
relativement éloigné de la réalité, même si on est évidemment convaincu que ce n'est pas le cas. Le propos très juste d'Éric tout à l'heure, évidemment, quand quelqu'un a une vision du monde très différente de la mienne, bah forcément c'est un crétin en effet. Parce qu'il a tort, puisque ma vision du monde est juste, d'accord? Donc si je vois le monde comme étant dangereux, bah, c'est moi qui ai raison. Et si, enfin, s'il le voit de manière positive, c'est juste que c'est un bonnet qui n'a pas vu la réalité des problèmes, d'accord? Donc voilà, donc chacun a ses filtres, chacun nous, on a ses filtres. Alors vous me direz, c'est pas forcément grave. Non, c'est pas grave, parce que même ça nous permet de développer des stratégies pour nous adapter, pour évoluer dans le monde et pour entretenir nos relations. Sauf que, il y a quand même un petit problème si on est éloigné de la réalité, d'accord? Et notamment pour tout ce qui concerne les relations aux autres. Je sais que c'est important dans la vie, mais aussi la façon dont on se voit soi-même. Et donc l'énéagramme est un modèle qui présente des grandes familles de personnalités. Mais c'est vraiment, il faut le voir comme des familles, je pense que c'est pas une case, d'accord? C'est une famille de personnalités. Ça correspond à quoi? Ça correspond, on pourrait dire de manière un peu imaginaire, à 9 façons d'orchestrer le chaos, parce que finalement l'être humain est projeté dans le monde, on vient comme ça, dans ce vaste univers, on vient sans mode d'emploi, d'accord, de personnalité, et toutes les croyances qui sont les nôtres, qu'on développe très rapidement, nous permettent d'interagir avec ce chaos quand même incommensurable que l'on perçoit, et qui est assez effrayant finalement. Et donc le fait de donner du sens à ce chaos nous rassure, même, et ça c'est intéressant de le savoir, même quand l'interprétation qu'on a du monde est négative. Je vous parlais tout à l'heure d'une croyance du monde, que le monde est dangereux, c'est une croyance. Alors on pourrait dire, oui, ben c'est pas très drôle de voir le monde comme ça. Oui, mais c'est préférable de voir le monde comme étant dangereux que de ne rien comprendre au monde. Parce que si vous voyez le monde comme étant dangereux, vous allez développer des stratégies pour vous protéger. Donc finalement, vous allez vite être assez attaché à vos stratégies, parce que ben, évidemment, ça va fonctionner, ça va vous donner un certain équilibre, et donc ça va renforcer aussi votre vision du monde. Vous voyez, on a tous en nous cette constellation de croyances qui forme une sorte de système à la fois très stable, et puis même autogénérateur, évidemment. Vous voyez, si je crois que le monde est dangereux, ben, je vais mettre mon attention sur tout ce qui est dangereux. Et voyant tout ce qui est dangereux, ben, ça va renforcer ma croyance que oui, le monde est bien dangereux, parce que je vais voir ce projecteur parce que c'est la figure sur ma tête, je vais voir que je peux me prendre les pieds dans un fil, je vais voir que madame a les bras croisés au premier rang, et j'ai entendu dire que les gens qui avaient les bras croisés, c'était les gens qui étaient en opposition. Donc c'est super utile pour moi de savoir qu'il y a l'opposition, parce qu'il faut être fidèle, il y a quelques-uns d'ailleurs avoir les bras croisés, d'accord, même dans le fond, encore plus dangereux dans le fond. Il y a un angle de tir là-bas, donc je me méfie, et du coup, en fait, je crois que c'est bien pour moi de voir ça, d'accord? Donc voilà, chacun de nous est très attaché à sa vision de monde. Okay, sauf que ce n'est pas la réalité, donc c'est utile à un moment donné de pouvoir avoir conscience finalement de nos filtres, de nos croyances, bref, de retirer notre paire de lunettes, de constituer notre personnalité, paire de lunettes à faire déformant. Finalement, on voit mes verres déforment la réalité. Alors, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour, avec le vide, on ne peut pas se défaire totalement de notre paire de lunettes. Sauf si vous êtes un sage abouti, je sais pas, un sage asiatique en lévitation à 2 mètres du sol, peut-être. En tout cas, ce n'est pas mon cas, en l'occurrence. En revanche, on peut affiner nos verres. Et l'énéagramme, donc, est un modèle de connaissance de soi, ça amène à comprendre quelle est notre famille de personnalité, donc quelles sont nos filtres, quelle est notre famille de croyances, vous voyez comment on voit le monde, comment on voit les autres, comment on se voit soi-même. Puis ça permet, par un travail sur soi, d'affiner nos verres pour être au plus près possible de la réalité. Mais on ne change pas de personnalité. Donc c'est l'énéagramme numérote les personnalités de 1 à 9. Donc si vous avez une personnalité de type 3, vous n'aurez jamais une personnalité de type 5, par exemple. D'accord? Et c'est OK. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur le modèle. On aura l'occasion d'en embaucher Laurent pour animer le stage. Nous avons affaire à un grand spécialiste de l'énéagramme. Disons que c'est un modèle, lorsque j'ai découvert il y a 22 ans, et je vais vous raconter ça dans une seconde, qui m'a tellement interpellé que c'est l'objet d'une passion. Et tellement une passion que vraiment j'ai lu plein de bouquins, je me suis inscrit à des tas de formations, j'étais même à un moment donné abonné à Enneagram Monthly, la revue américaine d'Enneagram. Vraiment, je vivais Enneagram, je rêvais Enneagram la nuit pendant plusieurs années. Vraiment, c'est un truc qui m'a passionné. C'était il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, cette thérapeute, fraîchement formée au modèle, me dit, ben voilà, je crois que tu es de type, tu as une personnalité de type 2. Alors, personnalité de type 2, c'est quoi? Je vais à plusieurs reprises, nouvelle parenthèse, être amené pendant la soirée à évoquer des types
de personnalité, des profils de personnalité. Donc, par respect pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas le modèle, je vais brosser un tableau très rapide du profil en question. Mais pour être rapide et que ça ne se transforme pas en cours d'énagramme, ça c'est pas le sujet, je vais être forcé d'être un peu caricatural, voire très caricatural. D'accord? Donc, gardez-le à l'esprit, déjà pour ne pas m'en vouloir. Et puis, aussi, parce que si vous êtes petit concerné, vous n'allez peut-être pas aimer, d'accord? Et aussi et surtout, pour prendre conscience du fait qu'un type de personnalité, un profil de personnalité, c'est quelque chose de très très riche, de très fin, de très subtil. Donc la caricature est forcément fausse. Donc forcément, votre personnalité ne ressemble pas à la brève description que je vais faire à grand coup de pinceau. D'accord? Mais c'est nécessaire en même temps d'être caricatural pour que vous ayez assez rapidement une image à l'esprit, sinon vous ne comprendrez rien. Ok? Donc, si je dois brosser d'un coup de tableau rapide le profil 2, juste pour vous expliquer à quoi ma thérapeute pensait que je ressemblais. Donc, profil 2, c'est un profil altruiste de quelqu'un qui se tourne beaucoup sur les autres, qui est énormément dans l'aide, à tel point qu'il s'oublie lui-même. D'accord? Ce qui était assez vrai pour moi, j'ai assez peu de connaissance de mes besoins. C'est vrai que les autres étaient plutôt prioritaires pour moi à l'époque. Et avec une intention tout à fait inconsciente, chez les personnes dotées de cette personnalité, qui est en fait de se construire elles-mêmes. Des personnes qui ont une petite difficulté à se connaître, d'accord, une sorte d'incertitude sur la notion d'identité, sur qui suis-je, d'accord, et donc ils cherchent, mais tout à fait inconsciemment, à se construire par le regard de l'autre, et aussi possible évidemment, hein, comme tout le monde, un regard positif. Et pour avoir ce regard positif, c'est une personne qui va se dévouer aux autres, qui va faire des choses pour les autres. C'est très inconscient, à tel point que si vous dites ça à une personne qui a une telle personnalité, dans le meilleur des cas, elle sera profondément vexée, elle vous fera la tête. Dans le pire des cas, vous aurez droit à une baffe. Je ne sais pas, ça peut déclencher une réaction assez forte parce que la personne est convaincue d'être juste purement altruiste. D'accord? Ça va de soi. Donc, bref, voilà, ma thérapeute à l'époque était convaincue que j'avais une personnalité de type 2. Et donc, j'ai eu droit à quelques actes thérapeutiques pour soigner ma deuitude. C'était des choses du genre, je devais prendre tous les jours au moins un quart d'heure pour m'occuper de moi, de ma petite personne. C'était où je dois prendre un bain, ou aller profiter d'un massage, ou des choses comme ça, mais pour m'occuper de moi, parce qu'évidemment, je m'occupais trop des autres, d'accord? Et en fait, ça a été bénéfique. Alors, vraiment, j'en ai retiré des bienfaits, parce qu'en effet, je ne m'occupais pas assez de moi. Sauf qu'au bout de quelques semaines, elle m'a dit, tu sais, en fait, je crois que je me suis trompé. Je crois que ta personnalité est plutôt de type 1. Bon, ok. Rappelle-moi combien je te paye. Donc, le type 1, alors petit tableau hyper caricatural, c'est un profil assez perfectionniste. Je suis plus trop, tu sais. Profil un peu perfectionniste. Croyance du genre on va m'aimer si je suis parfait. Mais c'est même pas fait pour les autres, en fait. C'est vraiment par rapport à soi-même. Ça, c'est une personne qui a une vision très précise de ce qu'est le bien, et d'une façon de bien se comporter, de bien agir dans le monde. Donc une personne qui se met une grosse pression pour bien agir, pour être quelqu'un de bien. Donc des gens qui travaillent énormément en général, qui peuvent s'oublier aussi, d'où la confusion sans doute avec le type 2 à l'époque. Donc des gens qui travaillent beaucoup, qui se mettent une grosse pression pour être vraiment perfectionnistes et faire les choses bien, d'accord, et qui sont prodigieusement agacés en général dès qu'ils repèrent des imperfections, que ce soit en eux ou dans le monde, d'accord, mais qui râlent pas forcément, qui agissent pour corriger. Le rêve est que le monde devienne parfait. C'est tolérable? Ça va. Donc j'ai eu droit à une thérapie de type 1. J'ai été obligé de prendre le bus le matin avec 2 chaussettes dépareillées. J'étais obligé d'envoyer mes emails comportant au moins 2 fautes d'orthographe. C'était dur. C'était très dur. Et de te sentir bien avec. C'est de faute. Faut pas rêver, quoi. C'était dur, et en même temps, je reconnais que ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a en effet apporté un petit lâcher-prise. C'était des petites fautes d'orthographe. Genre des doubles consonnes oubliées, c'était quand même pas des grosses fautes de français, d'accord? Mais voilà, je l'ai fait et ça m'a apporté comme un petit lâcher-prise, je reconnais, d'accord? Un petit lâcher-prise. Jusqu'un jour, ma thérapeute m'a dit, en fait, non, c'est pas elle qui m'a dit ça, excusez-moi. C'est pas elle, en fait, c'en est une autre. En même temps, j'avais changé. Et une autre thérapeute qui intervenait en fait dans le centre où je me suis formé à l'énéagramme et qui m'a dit un jour, elle m'a dit au type 1, j'y crois pas trop. Ah bon?
Et puis un peu, elle m'a dit, t'es allé voir du côté du type 6 et là, en fait, j'ai pas aimé quand elle m'a dit ça. Parce qu'allez savoir pourquoi, mais alors, de tous les types, si elle avait un, j'avais pas envie que ce soit le mien, bah c'est les 6. Alors, alors j'ai quand même essayé de regarder en moi, de me regarder dans le miroir, et puis bah, j'ai dû reconnaître que j'avais du mal là-dessous. Il y a plein de belles choses dans celui-ci. Oui, bien sûr, mais ça je l'ai compris après. Non, mais en fait, le profil 6, alors petit tableau caricatural. Alors, c'est le profil du couard, en fait, on pourrait dire, d'accord, du peureux. Pour la petite histoire, quand même, je travaillais depuis quelques années quand même sur mes peurs. Je savais que j'étais quelqu'un de peureux, là, je luttais avec mes peurs, mais ça ne m'avait pas traversé l'esprit que je pouvais être du profil 6. C'est drôle, quand même, on se mentir à soi-même assez longtemps. Et donc, profil 6, la croyance, évidemment, que le monde est dangereux. C'est pas hasard si je prenais cet exemple tout à l'heure. Croyance plutôt de ce type-là. Beaucoup de peur, beaucoup de peur. Moi, quand on me dit j'avais peur d'à peu près tout, en fait. Ma grande peur, c'était les autres. Ça, c'était vraiment les autres. Big peur. Mais ça ne s'arrêtait pas là. J'avais peur vraiment de tout. J'avais peur des insectes, j'étais arachnophobe, j'avais peur des microbes, évidemment, grande peur aussi. Des bactéries, tout ça. J'avais peur des missiles soviétiques qui étaient tournés vers l'Europe à l'époque. J'avais peur de l'extrême gauche, j'avais peur de l'extrême droite, j'avais peur de tout, vraiment. Mais je me voyais pas 6. Donc le profil 6, voilà, une structure de peur, d'accord, avec différentes stratégies. En plus, c'est un modèle d'intention, pas de comportement. Donc vous avez des gens qui ont une personnalité de type 6 et qui vont être très phobiques, c'était plutôt mon cas, donc qui vont développer des stratégies d'évitement. Moi, je me planquais beaucoup, d'accord. Je me planquais de tout ce qui me faisait peur. En fait, je faisais à peu près rien dans la vie. Mais d'autres, avec une même problématique de peur, vont avoir des comportements contrephobiques, c'est-à-dire en fait qu'ils vont aller à l'encontre de leur peur, et parfois même ils n'ont pas du tout conscience de leur peur, ils peuvent même se voir comme quelqu'un de très fort, avec parfois une personnalité assez affirmée, voire des comportements un peu agressifs en effet sur le plan relationnel, avec une croyance tout à fait inconsciente que si je me montre fort, on va pas me taper dessus. Mais au moins j'avais la croyance que si je me montrais gentil, on n'allait pas me taper dessus. Très différent, vous remarquerez. Donc des comportements très très différents. Je sais, mon meilleur ami à l'époque, il est plus au monde malheureusement, avait une personnalité de type 6 contrephobique, et était très très dur, très agressif. Ils étaient donc très différents. On était très différents et en même temps très proches de la même famille. Donc vous voyez, dans chaque type, on peut avoir des comportements très différents et qui répondent à la même intention. Donc là, l'intention du site, c'est de se mettre en sécurité. Donc peur, et c'est doublé, comme si ça ne suffisait pas, une problématique de doute. Et ça va de pair en fait. C'est quand on a peur, évidemment, on doute de ses choix, parce qu'on peut prendre une mauvaise décision, un danger, bien sûr. On doute évidemment de soi-même, donc beaucoup, mais on doute aussi des autres, parce qu'il y a des gens pour les bras croisés. Je garde l'esprit. Bon, même si j'ai appris depuis en PNL que c'est évidemment des conneries, parce qu'on peut avoir les bras croisés parce qu'on a froid, ou avoir les bras croisés parce que c'est une bonne position d'écoute. Donc la posture, la gestuelle a évidemment un sens, vraiment, mais il est propre à chacun d'entre nous. En fait, on ne peut pas plaquer un sens comme ça sur une gestuelle, ça n'a rigoureusement aucun sens. Je vais faire une parenthèse. J'aime bien ouvrir les parenthèses et souvent je me perds, je compte sur vous. Donc voilà, cette nouvelle thérapeute me dit type 6, c'est l'amour. Elle avait tapé dans le mille, j'ai fini par le reconnaître. Et j'ai travaillé dessus, je serais peut-être amené à en parler un petit peu, qu'est-ce que ça m'a apporté, quel était mon chemin d'évolution. Donc voilà, ma chère Olivia, quelle était ma rencontre avec l'énéagramme. Merci. Alors, cela dit, si je suis le fil de l'histoire, on est bien dans le propos de l'énéagramme qui est d'aller explorer les champs de ressources de tous les talents. Oui, tout à fait. Tous ces talents. Tout à fait. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Je le voyais, même si je n'avais pas les modèles typologie, etc., je le voyais quand même comme on va m'apprendre à connaître mon type. Et en fait, quand on décrit un type, on décrit surtout les aspects négatifs. Et dans tous les bouquins d'énéagramme, vous verrez surtout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on expérimente au quotidien. L'énéagramme, en fait, est un modèle dynamique. C'est un modèle d'évolution. Et c'est ça qui est génial. C'est en fait, il nous décrit à quoi on ressent ces questions de comportement, nos attitudes, nos habitudes de pensée, etc., quand on ne va pas bien, c'est-à-dire quand on est vraiment très marqué dans notre profil, d'accord? Donc pour moi, c'était quand j'étais très dans la peur, très dans le doute, par exemple,
D'accord? Mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est pas juste pour se décrire. Ça sert à évoluer. Et donc, en fait, ça nous indique tout un chemin pour avancer et se libérer de ça. Ce qui veut dire aussi que vous ne connaissez pas forcément dans la caricature. Dès qu'on caricature, en fait, on décrit quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle, donc qui n'est pas évolué, d'accord, qui est aux prises avec ses peurs pour moi, pour d'autres ce sera avec la colère, pour d'autres on va en parler avec l'image, etc. D'accord. Mais quand on évolue, évidemment, ça devient de moins en moins marqué. Et le but, c'est qu'on arrive à un niveau d'évolution, finalement, ça ne se voit plus du tout. Voire même, ça devient assez hors sujet. Je me disais tout à l'heure, on garde néanmoins notre paire de lunettes, mais les verres deviennent tellement fins que finalement, voilà, c'est presque plus d'actualité pour nous. Vous voyez, donc il y a un vrai chemin par rapport à ça, et j'ai oublié les questions, mais c'est super. Moi aussi, tout va bien, quelqu'un s'en souvient? Je disais que l'important, justement, c'était d'aller dans tous ces talents, oui. puisqu'on a chacun tous les champs de talent de ces 9 points de l'énéagramme, et qu'en faisant une connaissance avec le point 2 et avec le point 1, eh bien, vous allez déployer vos ailes. Oui. Parce qu'en fait, utilement. Tout à fait. En fait, chaque profil de personnalité comporte en effet des aspects, j'allais dire difficiles, c'est même pas négatif, parce que c'est un jugement de valeur, je dirais plutôt source de souffrance. D'accord? Et des aspects positifs, il y a des qualités. Moi, par exemple, avec les personnalités de type 6, j'ai des champions du monde pour prévoir et anticiper. Vous voyez, un peu comme un joueur d'échecs qui va imaginer tous les coups de l'adversaire. Moi, j'ai pas mon pareil, hein. J'ai pas eu de gros problèmes dans la vie, quelque part, parce que j'ai toujours beaucoup anticipé. C'est une vraie qualité, c'est utile dans la vie de savoir prévoir et anticiper, d'accord? Sauf si ça devient une obsession et qu'on se pourrit la vie en imaginant les problèmes. Il y a des peurs imaginaires, d'accord? Mais là, s'il n'y a pas son imaginaire, il faut évoluer, justement. Donc, on découvre en fait aussi les qualités inhérentes à chaque profil, et surtout, on découvre, et moi, c'était peut-être le principal apport de l'énéagramme, finalement, c'était de découvrir qu'il n'y avait pas un type de personnalité meilleur qu'un autre. Parce que j'avais pu entendre dire, évidemment, que toutes les personnalités sauvages, c'est le genre de discours lénifiant et politiquement correct, comme ça dans tous les domaines, d'ailleurs. Mais au fond de nous, on n'est pas des plans, c'est-à-dire que c'est des pipeaux, quoi. D'accord? Quand je voyais des gens qui avaient une personnalité super positive, je les enviais, honnêtement. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas venu au monde avec une personnalité positive? Enfin, moi, par exemple. Ou quand je voyais des gens très affirmés, il y a un profil, il y en a plusieurs, parce que c'est pas le comportement, mais il y a un profil de personnalité qui est très affirmé, c'est le type 8. Hein, des gens qui sont faits dans le contrôle, etc., qui vont contrôler leur univers, et donc c'est des leaders nés assez souvent, il y a des exceptions, bien sûr, mais moi j'enviais les personnes qui avaient une personnalité de type 8. Même avant de connaître le modèle, là, quand je voyais des gens qui étaient très affirmés, vous voyez, avec le profil du grand patron, etc., moi je les enviais aussi. Surtout que ma mère valorisait beaucoup les fortes personnalités. Donc, depuis tout petit, je me lamentais en disant, bah, pas de chance, quand même, j'ai pas une forte personnalité, pourquoi? Je suis peureux, j'ai peur de tout, mon nom et tout, je n'ai pas choisi, j'ai rien demandé. D'accord, donc j'étais intimement persuadé que c'était mieux d'avoir une personnalité très positive ou très affirmée, quoi. Et en fait, j'ai compris, avec l'énéagramme, que non. Ces personnalités avaient leur lot de souffrances. C'était des souffrances très différentes des miennes. Mais c'est des souffrances quand même. Et elles étaient aussi fortes dans leur genre. D'accord? Donc l'énéagramme nous permet de comprendre que chacun souffre, finalement. Chacun de nous peut-être. Chacun de nous souffre. Chacun de nous souffre. Oui, ce ne sont pas les mêmes souffrances. Ce ne sont pas les mêmes souffrances. Et avec ceci particulier, que les souffrances des autres peuvent vous sembler totalement ridicules. Parce que si vous aviez les problèmes des autres, en fait, ce serait pas un problème pour vous. Et pour cause, ce n'est pas votre problématique. D'accord? C'est pour ça que quand votre conjoint, vos amis, vous disent « Attends, j'ai un gros problème », ils vous parlent du problème, et vous dites « Mais c'est pas un problème, c'est fastoche. C'est-à-dire, t'as qu'à faire ceci ou t'as qu'à faire cela. » Parce que pour vous, c'est évident, vous auriez la solution, ce n'est pas un problème pour vous. Et puis là, vous dites « Mais non, mais tu comprends. » Et puis là, vous dites « Ah non, il ne comprend rien, quoi. » C'est évident la solution à son problème, d'accord? Mais ça veut juste dire que vous n'avez pas le même problème. Mais soyez convaincus d'une chose, c'est que votre problème à vous semble totalement ridicule pour lui. Et ça, on ne le sait pas, d'accord? Donc nos problèmes sont ridicules pour ceux qui n'ont pas. Donc on a des problèmes très très différents les uns les autres. Donc, certains ont des problèmes comme moi de peur, d'autres ont des problèmes de colère. Donc certains pourraient que le monde soit parfait et qu'il soit parfait. Et les autres, vos amis me disent peut-être, Olivia, maintenant, lâche prise, c'est bon, t'es assez parfaite comme ça, t'es suffisamment parfaite, on t'aime. Oui, mais ça veut juste dire que c'est pas le problème.